Bonjour et hallo à toutes et à tous. Ici Berlin. La conférence de presse de présentation du contrat de coalition a donné le ton. Friedrich Merz veut sortir l'Allemagne de la récession économique et la sortir aussi de sa torpeur sur la scène internationale. L'Allemagne est de retour dans la course, dit-il, et pour bien enfoncer le clou, il le répète aussi en anglais. Merz en est certain, le contrat de coalition est un plan solide pour faire face aux défis du moment. En réalité, il n'a pas le choix. Son futur gouvernement est contraint au succès pour regagner rapidement la confiance de la population, car l'extrême droite dépasse désormais les conservateurs dans certains sondages, et l'AfD réitère déjà ses propositions d'alliance, jetant le trouble à droite, car les ruptures de Merz ont fragilisé sa base. Cette coalition comme l'ultime cartouche de la démocratie. Bienvenue dans ce nouvel épisode et aujourd'hui, je vous propose bien évidemment le service après-vente de cette fameuse conférence de presse du mercredi 9 avril 2025, 15h tapante. On était dans un des bâtiments du Bundestag et je l'ai dit, il y avait foule car les attentes sont considérables autour de ce futur gouvernement. Alors en parallèle de la conférence de presse, le texte du contrat de coalition était mis en ligne, 144 pages, négocié en 28 jours, c'est plutôt rapide. Si tout va bien, le gouvernement sera en place le 7 mai, car il faut encore la validation officielle des militants du SPD et aussi des délégués conservateurs qui se réuniront en congrès le 28 avril. Et ensuite, il faudra se mettre au travail. Die Bagger müssen arbeiten und die Faxgeräte in unserem Land müssen entsorgt werden. Plus de pelleteuses et moins de fax, voilà ce qu'a souhaité Lars Klingbeil, le président du SPD, tandis que Markus Söder de la CSU voit cette feuille de route comme un mélange de cure de rééducation et de cours de fitness. Eine Mischung aus einer Reha-Kur und einem Fitness- und Modernisierungsprogramm für unser Land. Bref, il y avait quand même un vent d'optimisme dans cette salle à Berlin et pourtant, ce même mercredi, un sondage confirmait la tendance. La CDU-CSU est en chute dans les intentions de vote. Si les Allemandes et les Allemands étaient appelés aux urnes ce dimanche, c'est l'AfD qui sortirait gagnante du scrutin. Elle a gagné 5 points en 6 semaines, désormais juste au-dessus des conservateurs à 24-25% des voix. Alors évidemment, tout ça, c'est très virtuel, il n'y a pas d'élection en vue, mais quand même, ça pèse dans l'ambiance générale au moment de la mise en place de cette coalition. Bonjour Paul Maurice, secrétaire général du comité d'études des relations franco-allemandes à l'IFRI à Paris. Bonjour. Alors, cette fumée blanche à Berlin, il était temps, on le voit dans les sondages. Évidemment, ces sondages, c'est aussi le reflet du vide des dernières semaines à cause des négociations. La CDU, CSU, le SPD se sont plutôt tenus à l'écart des discussions politiques, n'ont pas pu prendre position sur l'actualité notamment. Et donc, on a eu un entre-deux qui a profité à l'extrême droite. Et donc, maintenant, là, l'idée, c'est de passer à l'action. D'ailleurs, dès le soir de la présentation du contrat de coalition, on a vu Friedrich Merz faire la tournée des télés, 3 interviews en 2 heures. Le titre du contrat de coalition, c'est « Verantwortung für Deutschland ». Et donc c'est ça l'idée, Paul, il est temps de prendre les responsabilités, il est temps d'agir. Alors il est effectivement temps que le gouvernement arrive pour plusieurs raisons. La première raison, c'est le contexte géopolitique international qui change d'heure en heure. On l'a vu avec la question des tarifs douaniers et on attend une réponse très très forte et notamment d'un des pays qui est le plus concerné par ces tarifs, l'Allemagne, à la fois sur le plan national mais aussi par son poids européen. Et on a une vraie attente depuis le mois de février. Deuxièmement, sur le plan intérieur, effectivement, on a eu l'impression d'un flottement et surtout d'une absence de la CDU dans ces négociations. On a vu les difficultés du parti de la CDU à imposer idéologiquement ses vues dans ce contrat de coalition. On a eu beaucoup de rumeurs, parfois justes, parfois exagérées, sur le fait que le SPD a bien tiré son épingle du jeu dans ces négociations. Et au sein de la CDU, on avait l'impression de se faire avoir, pardon pour l'expression, que le SPD arrivait à obtenir beaucoup plus que ce que son résultat électoral lui permettait. Donc il était effectivement temps de savoir où on allait, qu'est-ce que ce contrat de coalition permet de faire, et Friedrich Merz a pu ainsi reprendre la main avec sa tournée médiatique et en apparaissant comme encore plus qu'il ne l'était déjà, le futur chancelier dans un cadre défini et dans un cadre clair.
Oui, il y a sans doute pas mal d'affichage. Cette conférence de presse, c'était une leçon de marketing politique très bien ficelée, avec des formules servies sur un plateau, clairement faites pour être retenues. Et aussi un petit passage en anglais, pour bien montrer qu'on s'adresse déjà à Donald Trump. Donc ça, c'est pour la forme. Mais sur le fond, Paul, que retenir? Cet accord de papier, pour l'instant, est-ce qu'il t'a surpris d'une façon ou d'une autre, ici ou là? Alors, des surprises, non. Il y a beaucoup de continuité et de sobriété dans ce contrat de coalition. Il y a moins d'ambition, peut-être, qu'on trouvait dans le précédent contrat de coalition entre les partis de la coalition Feu Tricolore. On a cherché, je pense, à vraiment faire valoir cette efficacité, sans entrer trop dans le détail, c'est-à-dire sans montrer trop, comme le montrait un peu le précédent contrat de coalition, les divergences ou en tout cas les strates idéologiques des différents partis. Bien sûr, chacun des partis devait faire valoir ses marqueurs idéologiques, mais on les voit moins, on va dire, que dans le contrat de coalition précédent. Oui, moi je trouve aussi qu'il y a moins de propositions, je dirais, clés en main. On retrouve un peu en fait l'esprit de compromis à petits pas qui était propre aux années Merkel. Et ce n'est pas du tout ce que Friedrich Merz avait voulu incarner pendant la campagne, où il était ce candidat des coups de menton et ce candidat des lignes rouges. Et d'ailleurs, ça en dit long, il a choisi de ne pas faire voter les militants conservateurs sur le texte de coalition, contrairement à ce que fait le SPD. Il a brusqué une partie de son électorat libéral-conservateur avec la question de la réforme du frein à l'endettement, avec le fonds de 500 milliards sur 12 ans pour les infrastructures. Et il va être nécessaire pour lui de rassurer cet électorat, de faire preuve de marqueurs idéologiques forts, conservateurs, libéraux, pour rassurer cet électorat qui est en train de glisser, on le voit dans les derniers sondages, ce ne sont que des sondages certes, vers l'extrême droite, qui en profite pour récupérer ce discours. Alors on ne va pas parler de fronde pour l'instant, on en est loin, mais il y a quand même quelques remous dans certaines fédérations locales. Et un nouveau motif d'agacement, c'est la répartition des postes ministériels, qui est quand même très favorable au SPD. Cette répartition, elle est officiellement scellée en fin de contrat de coalition. Et forcément, après ça, c'est facile pour cette base qui doute un petit peu de se laisser séduire par le discours de l'AfD qui dit que Merz a formé un gouvernement de gauche et un gouvernement pour la gauche, non ? Effectivement, ça va être l'argument principal des opposants de dire que Friedrich Merz n'a pas mené le gouvernement qu'il avait promis lors de la campagne électorale. 7 ministères pour le SPD, c'est beaucoup plus que ce qu'il n'avait lors de la précédente grande coalition entre 2018 et 2021. Il en avait 6, avec un score électoral beaucoup plus important que les 16,4% qu'il a obtenus en février. Donc le SPD est un parti structuré qui a très bien réussi à tirer son épingle du jeu. L'augmentation du SMIC à 15 € en 2026, la question des retraites qu'il avait mis comme un marqueur fort, et on voit les difficultés de Friedrich Merz à imposer sa ligne dans le cadre de ces négociations. Et il a même cédé le poste de ministre des Finances, qui ira donc au SPD. La CDU quand même garde l'économie, donc ça veut dire qu'elle va quand même piloter la relance annoncée par Merz. Mais au sein de la famille politique, quand même, il y en a certains qui disent que c'est un revers de ne pas avoir eu les finances. Et puis sur la question de la défense, à un moment où on voit se réinventer, ou en tout cas une réflexion sur la réinvention de la défense européenne, on va avoir le très populaire, probablement, Boris Pistorius au ministère de la Défense. Et donc il va pouvoir aussi montrer ses capacités d'homme d'État pour éventuellement se présenter lors des prochaines élections. Alors là où Merz a très bien négocié, en revanche, il a très bien joué sur la réorganisation de la politique étrangère. Et c'est vraiment pas anodin, évidemment, dans le contexte international du moment. La CDU aux affaires étrangères, c'est quasiment inédit dans l'histoire de la République fédérale allemande. La première fois depuis 1966. Voilà, c'est ça. Merci, j'avais plus la date en tête. Donc vraiment un changement en vue. En plus, Friedrich Merz met directement sous ses ordres à la chancellerie un conseil de sécurité nationale et un conseil de crise. Donc on va voir normalement Berlin beaucoup plus efficace, beaucoup plus présent,
dans les grands dossiers internationaux. Umso verlässlicher und umso klarer und umso viel besser. On va avoir une certaine cohérence et on va éviter cette dissonance qu'on avait vue entre l'Auswärtiges Amt et la chancellerie dans la coalition précédente. Par ailleurs, une question n'est pas résolue, c'est celle de la gouvernance allemande quant à l'Union européenne. Pour revenir à plus de cohérence sur le German Vote à Bruxelles, c'est-à-dire sur les décisions qui seront prises. Alors, on ne règle pas la question, mais ça, c'est un peu un serpent de mer depuis très longtemps. On essaie de mettre en place des outils de coordination, mais on verra comment tout ceci se profile. Cette nouvelle architecture de la politique internationale, Merz l'avait annoncée pendant la campagne, donc il a effectivement réussi à l'imposer pendant les négociations avec le SPD. C'est clairement sa patte, son style, son logiciel. The key message to Donald Trump is Germany is back on track. Mais qu'est-ce qu'il faut voir derrière, Paul ? Est-ce que c'est juste sa conception du pouvoir, ou est-ce que c'est aussi le signe qu'il a une vraie vision pour la place de l'Allemagne dans le monde ? C'est deux choses. Sa vision du pouvoir, bien sûr, peut-être plus centralisée que d'autres partis dans la répartition des tâches. Et puis, c'est aussi une attente, je pense, de la population et des experts. C'est-à-dire, on a besoin d'efficacité, étant donné la situation politique intérieure et géopolitique surtout. On a souvent reproché au chancelier Scholz de ne pas faire preuve de décision forte ou d'utiliser son Ressortprinzip, c'est-à-dire le principe qu'a le chancelier de trancher sur des grandes questions de politique étrangère qu'il doit normalement mener. Je pense que Friedrich Merz a cette vision du pouvoir, mais il y a aussi une nécessité, étant donné les décisions fortes qui vont être à prendre à l'échelle internationale et européenne dans les semaines à venir. J'imagine que tu l'as remarqué, mais quand Merz parle de renforcer l'Allemagne, immédiatement, tout de suite après, il dit que c'est au service de l'Europe, ou qu'il s'agit aussi de renforcer l'Europe. Il dit l'Allemagne est de retour, l'Europe est de retour. Ça, il le dit vraiment en conférence de presse, lors des interviews télé, et même quand il s'adresse à Trump. And that is not just Germany, that is Europe. The European Union and Germany will be again a very strong partner within the European Union, and we will bring the European Union forward. Alors, est-ce que c'est parce qu'il a bien appris ses leçons d'histoire et qu'il sait qu'une Allemagne forte, ça peut rappeler assez vite de mauvais souvenirs en Europe, ou bien est-ce que c'est le signe qu'il a fait, plutôt ses devoirs en sciences politiques, et qu'on va enfin avoir une vraie impulsion allemande pour la politique européenne, par exemple ? C'est un peu les deux. Et puis, le contexte international qui fait que seule l'échelle européenne est une échelle pertinente pour répondre aux grands enjeux qui se posent à l'Europe, comme Europe puissance face aux États-Unis, c'est vrai, mais aussi la Chine en embuscade, qui reste toujours un concurrent très important pour les pays européens. L'Allemagne a bien sûr besoin de l'Europe pour ses propres intérêts, mais j'allais dire, la construction européenne s'est toujours faite lorsque les intérêts nationaux convergeaient, des différents États convergeaient pour aboutir à des intérêts européens supranationaux. Et donc on a un peu cet alignement des astres qui peut permettre à Friedrich Merz de s'imposer. Alors on aura l'occasion, évidemment, dans les prochains épisodes du podcast, de revenir en détail sur les projets de ce futur gouvernement, comment il compte revoir la défense, réorganiser les renseignements, booster la compétitivité du pays, etc., etc. On aura l'occasion aussi de parler de ce nouveau ministère-là qui va voir le jour, le ministère des technologies de pointe et de l'espace, qui va revenir à une personnalité bavaroise. Mais quand même, dans cet épisode, Paul, je ne peux pas te laisser sans te demander ce qu'il y a dans le contrat de coalition sur la politique migratoire, puisque c'était quand même le grand sujet de la campagne électorale. Première préoccupation de la population allemande qui attend vraiment du changement rapide sur ces questions-là. Alors, à la lecture du texte, à quoi faut-il s'attendre ? C'est peut-être le point du contrat de coalition qui montre le plus la divergence idéologique des deux partis sur cette question. Parce qu'on voit apparaître des éléments de fermeté qui avaient été portés par Friedrich Merz, mais des éléments de fermeté qui ne sont pas complètement garantis ou qui ne sont pas complètement assurés, puisque on ne règle pas la question des partenaires, des voisins européens. On a vu des tensions apparaître dans les négociations sur la question de la déchéance de la nationalité. Et surtout, on a une divergence sur la question de l'utilisation, pour le terme, de la population immigrée dans l'économie, c'est-à-dire la nécessité que le Parti social-démocrate tente d'affirmer d'une immigration nécessaire pour avoir de la main-d'œuvre pour l'économie allemande. Donc on va avoir un gros point de tension, et ce sera peut-être le point qui sera le plus débattu au sein du Parti social-démocrate au moment du vote des adhérents pour valider ce contrat de coalition.
Et ce vote aura lieu d'ici la fin du mois. A priori, ça devrait passer quand même. Paul, une dernière question. Lors de cette conférence de presse, un journaliste a dit que cette coalition était la dernière cartouche de la démocratie face à l'extrême droite. Il a demandé à Friedrich Merz ce qu'il en pensait. Alors Merz lui-même n'a pas voulu reprendre à son compte cette expression. Il a un peu noyé le poisson. Ma question, elle est pour toi maintenant du coup. Qu'est-ce que tu penses toi de cette formule ? Est-ce que c'est exagéré de l'utiliser ou bien est-ce qu'il y a vraiment un vrai danger de voir l'AfD au pouvoir en Allemagne si les partenaires de cette nouvelle coalition échouent ? Ils sont contraints au succès. Je pense que Friedrich Merz a montré les limites de sa démarche lorsqu'il avait été élu président du Parti chrétien-démocrate. Il avait pour objectif de diminuer de moitié la part de l'AfD dans l'électorat. On a vu que ça n'a pas fonctionné. Donc à la fois pour la survie de son propre parti, il doit réussir. Par ailleurs, pour l'avenir de la démocratie allemande, alors pour le moment, dans l'état actuel des choses, aucun parti ne souhaite s'allier avec l'extrême droite. Donc pour que l'extrême droite gouverne, il faudrait qu'elle double son score, c'est-à-dire qu'elle ait une majorité absolue, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. Néanmoins, ce qui peut évoluer, c'est le pragmatisme de certains dans les partis politiques. On pense bien sûr au Parti chrétien-démocrate, où certains pourraient prôner une alliance avec l'extrême droite pour se maintenir au pouvoir, et même à l'échelle locale, on a déjà vu, certains montrent que le mur par feu a ses limites, qui sont celles de la nécessité de gestion quotidienne. Donc l'expression n'est pas trop exagérée. Il ne faut pas placer la barre trop haute, parce que si on considère que c'est la dernière chance, le moindre petit échec sera considéré comme un échec global. Je pense qu'il faut voir comment ce gouvernement avance face à la situation extérieure, et surtout qu'il fasse ce qu'ont du mal à faire les gouvernements dans un monde postmoderne et hyper réactif comme le nôtre, c'est-à-dire d'avoir une vision stratégique sur le long terme. Alors c'est difficile, mais il faut aussi se projeter pour redonner à la population allemande, c'est ce qu'elle attend, des perspectives, que ça soit sur le plan migratoire, certes on l'a évoqué, mais surtout sur le plan économique et sur le plan du modèle social et industriel allemand, qui a été l'un des points aussi, qu'on a un peu oublié, mais un des points principaux de cette campagne, du moins du début de la campagne, et l'une des attentes fortes de la population allemande. Merci beaucoup, Paul Maurice, depuis Paris, pour le CERFA. Et parmi les facteurs qui ont contribué au succès électoral de l'AfD, à son score record le 23 février, il y a bien évidemment, on en a parlé à plusieurs reprises cet hiver, cette succession d'attaques et d'attentats commis par des étrangers sur le sol allemand. 4 pendant la campagne électorale qui vient de s'achever, et puis au moins 2 autres dans le courant de l'année 2024, juste avant les élections européennes et aussi les élections régionales dans les Länder de l'Est. Eh bien, sachez que l'enquête s'intéresse maintenant officiellement à l'implication éventuelle de la Russie dans la préparation de ces attentats, avec notamment un faisceau d'indices dans ce sens pour l'attaque commise à Mannheim en mai l'an dernier. Et récemment, la rédaction de la chaîne de télévision ZDF a apporté de nouveaux éléments. David Philippot. Les journalistes de cette émission d'investigation ont fait des recherches sur des demandes via Google faites en Russie et en russe au moment de l'attentat sur la place du marché, quand un islamiste a attaqué au couteau un candidat anti-islam. Un policier est mort en s'interposant. Steven Brochard, spécialiste de l'analyse de données, pointe des traces suspectes. Il y a des recherches étranges, par exemple sur les webcams qui filment en direct la place du marché. Les jours avant l'attentat, il y a eu aussi des recherches faites sur le nom même du terroriste. Ça n'est vraiment pas banal. Des indices étranges, mais pas de preuves, et une méthode d'investigation contestable selon les services de renseignement allemands. Mais lors de son procès qui se déroule actuellement à Stuttgart, l'Afghan de 26 ans a déclaré s'être radicalisé après la guerre à Gaza sur la messagerie russe Telegram. Un contact dénommé OR, un sage comme il dit, l'a incité à passer à l'acte. Constantin von Notz reste très prudent pour ne pas alimenter les théories du complot, mais ce député écologiste, grand connaisseur des services de renseignement, connaît ce modèle. Il suffit de répandre beaucoup de haine sur les réseaux sociaux et des fausses informations, puis on mise sur le fait que parmi les personnes attirées par ces publications, il y aura des gens très fragiles mentalement, et on les encourage à agir, au besoin avec un contact direct. Allez, passe donc à l'acte.
C'est très très difficile à prouver devant une cour, parce que les gens qui sont manipulés ne s'en rendent pas toujours compte. C'est typiquement le cas des agents low cost, qui ne voient pas la dimension politique de leur action. Par exemple, ces types recrutés pour saboter les pots d'échappement et mettre des autocollants écologistes sur les voitures. Ils ont juste vu qu'il y avait 100 € à gagner par voiture sabotée. Super. Un point commun à toutes ces affaires est l'utilisation des réseaux sociaux qui, dans le cadre du bras de fer entre les USA et l'Europe, devrait faire l'objet de négociations, selon Hans-Jakob Schindler, expert en contre-terrorisme. C'est un problème qu'on ne peut résoudre qu'au niveau européen. Il faut parvenir à réguler les réseaux sociaux et que ces plateformes signalent les cas suspects, comme l'industrie financière doit le faire tous les jours avec des transactions suspectes d'évasion fiscale, de financement du terrorisme ou de blanchiment d'argent. Les plateformes doivent nous aider. Nous sommes trop aveugles dans la surveillance d'Internet. C'est comme cela que les actions des Russes seront plus faciles à repérer et à surveiller. Dans une autre affaire, celle des incendies dans les entrepôts du transporteur DHL, un réseau de saboteurs vient d'être démantelé. Ils ont envoyé des colis piégés remplis de poudre incendiaire à l'été 2024. Et derrière ces suspects arrêtés dans toute l'Europe, les enquêteurs voient la main de la Russie qui, une fois de plus, a démenti toute implication. Lien soupçonné avec la Russie, soutien affiché des réseaux autour de Donald Trump, l'AfD a les mêmes amis que beaucoup d'autres partis d'extrême droite en Europe, à commencer par le Rassemblement national et Marine Le Pen qui a reçu des messages de sympathie venant du Kremlin et de la Maison-Blanche après sa condamnation dans l'affaire des assistants parlementaires. Et c'est l'occasion pour nous, dans le podcast, de revenir sur ce moment-là, précis en France, parce qu'il a donné lieu à beaucoup de commentaires ici en Allemagne. Même Paul Ronsheimer du Bild-Zeitung y a consacré un épisode entier de son podcast, c'est dire. Et c'était Michaela Wiegel, la correspondante de la Frankfurter Allgemeine Zeitung, qui était son invitée depuis Paris. Je vous recommande l'écoute de cet épisode parce que c'est un entretien qui révèle en fait beaucoup de choses sur les malentendus qu'il peut y avoir sur la politique française en Allemagne. Alors, il y a évidemment des parallèles à faire, parce que ici aussi, l'extrême droite, à plusieurs reprises, s'est retrouvée dans le prétoire. Et ici aussi, maintenant, l'extrême droite est incontournable dans la vie politique, à 20-25% des voix, on l'a dit. Bonjour Dominique Grillmeier. Bonjour Hélène. Chercheur au DFI. Et avec toi, je voudrais qu'on revienne sur cette affaire Le Pen. En l'élargissant un petit peu à la situation allemande, beaucoup de médias s'y sont intéressés ici. Ça a intéressé aussi la politique et les juristes allemands autour de cette interrogation, qui est en fait très proche de celle qui a secoué la France, sur le rôle des juges et de leur place dans la démocratie. Première question, Dominique, est-ce qu'en Allemagne, il existe aussi une peine d'inéligibilité ? Alors, a priori, c'est possible. On s'est évidemment posé la question en regardant l'exemple en France avec la condamnation de Marine Le Pen. Il y a une source sur laquelle on pourrait s'appuyer et c'est le paragraphe 45 du Code pénal qui préconise que toute personne condamnée à une peine d'emprisonnement d'au moins 1 an pour un crime perd pendant 5 ans la capacité d'occuper des fonctions publiques et d'obtenir des droits issus de l'élection. Ainsi, un député risque aussi de perdre son mandat. Il y a pour le moment une affaire d'un jeune député bavarois de l'AfD, Daniel Alemba, où ce paragraphe pourrait éventuellement être appliqué. 1 an de condamnation minimum pour être déclaré inéligible, c'est une barre assez haute, je trouve. Et donc ça explique pourquoi il n'y en a jamais vraiment été question dans le débat public en fait ici. Il y a encore une autre voie pour, en théorie, rendre une personne inéligible sans qu'elle soit condamnée à l'emprisonnement, et c'est l'article 18 de la loi fondamentale. Et ça, c'est indépendamment d'une condamnation, Voilà, c'est l'idée que l'État doit pouvoir se défendre contre les ennemis de la Constitution. L'article vise donc la protection de l'ordre constitutionnel libéral et démocratique en Allemagne, concrètement pour des cas où cet ordre constitutionnel est menacé par des individus qui abusent de la liberté d'expression. Donc, en vertu de cet article, des individus peuvent vraiment être privés de certains droits fondamentaux, dont la capacité d'exercer des fonctions publiques. Ouais, mais il me semble que cet article n'a été saisi que très rarement dans l'histoire de la République fédérale, 4 fois, je crois seulement. Et en tout cas, les procédures n'ont jamais abouti. On va dire les personnes qui étaient concernées n'étaient pas suffisamment importantes
elle ne représentait pas une vraie menace pour l'ordre libéral et démocratique en Allemagne, mais on peut évidemment se poser la question, est-ce que c'est différent pour quelqu'un comme Björn Höcke qui pèse vraiment maintenant au sein du parti de l'AfD? Björn Höcke, alors je pense que les auditeurs, les auditrices du podcast commencent à le connaître, c'est le chef de l'AfD en Thuringe. En 2019, un tribunal a estimé qu'on pouvait le qualifier de fasciste. Et l'an dernier, il a été condamné à 2 reprises pour l'utilisation d'une expression nazie. Et malgré tout ça, c'est toujours quand même l'un des hommes forts du parti. Et même sur le fond, on peut dire que c'est sa tête pensante, peut-être même son grand idéologue. Toutes les tentatives de le marginaliser, de marginaliser l'aile radicale qu'il représente au sein du parti ont échoué. Et on peut, les condamnations le montrent, on peut sans doute trouver de nombreux indices que son discours n'est plus couvert par la libre expression de l'opinion. L'an dernier, il n'a été condamné qu'à des amendes. Donc le paragraphe 45 du Code pénal ne s'applique pas. L'article 18 de la Constitution, en l'occurrence, là peut-être on pourrait l'activer ? Il y avait une initiative, une pétition qui a été signée par 1,3 million de personnes, qui a été rendue au Bundestag allemand pour lancer une telle procédure contre Björn Höcke pour le rendre finalement inéligible. Alors on va voir si cette procédure est réactivée avec la nouvelle coalition. En tout cas, le contrat signé il y a quelques jours par les partenaires de la majorité inclut un petit passage que certains appellent déjà ici la clause Höcke, avec l'idée de durcir la loi autour des crimes et des délits de haine, de Hetze comme on dit en Allemagne, en prévoyant une inéligibilité si les personnes sont condamnées à plusieurs reprises pour ce type de crimes et de délits, et c'est le cas pour Björn Höcke. Ça serait peut-être quand même un peu un aveu d'échec pour la politique, on n'arrive pas à battre Björn Höcke dans les urnes, alors on change l'arsenal punitif. Là encore, ça serait donner à l'AfD des arguments faciles pour dénoncer un gouvernement des juges, non ? Ou bien est-ce que ça restera anecdotique parce que ça concerne qu'une seule personne en Thuringe, et la Thuringe, ça pèse quand même pas très lourd au niveau national. On pourrait dire en Thuringe, c'est vraiment un terrain d'essai pour l'AfD, qui est arrivé en tête des élections régionales en automne dernier avec presque 33% des voix exprimées. Le parti ne gouverne pas, car aucun des autres partis accepte pour l'instant de coopérer avec l'AfD. Mais avec plus d'un tiers des sièges au Landtag, il dispose désormais d'une minorité de blocage. Et cela, justement, lui permet de tester jusqu'où le parti peut aller pour peser, par exemple, dans le domaine de la justice. Ainsi, il a par exemple bloqué le travail de la commission de nomination des juges au Parlement pendant plusieurs semaines, de sorte qu'aucun juge n'a pu être nommé. Aussi, l'AfD demande une procédure de révocation d'un juge à la Cour constitutionnelle de Thuringe. Et la semaine dernière, d'ailleurs, un avocat proche de l'AfD fut nommé juge suppléant à cette Cour constitutionnelle en Thuringe. Donc, cela montre très bien que l'AfD, en tant que parti d'opposition, plus grand parti d'opposition en Thuringe, cherche à se servir de tous les moyens légaux pour faire valoir ses propres exigences. Et aussi défendre ses intérêts et son propre personnel, parce que quand même, l'extrême droite allemande, il faut le rappeler, avec toute sa nébuleuse prise au sens large, les groupes néo-nazis, des groupes complotistes, etc., tout ce petit monde-là, il est quand même régulièrement confronté à la justice, mêlé à des affaires parfois de terrorisme politique, des crimes racistes. Par exemple, on a parmi les conjurés du putsch raté de décembre 2022, une ancienne députée AfD au Bundestag. Et puis l'AfD, elle s'est aussi retrouvée face au juge du tribunal administratif de Cologne. Alors cette fois, en tant que plaignante, elle contestait sa surveillance, en tout cas la surveillance de certaines de ses branches régionales dans 3 Länder, par les services de renseignement intérieur. Elle a été déboutée, les juges de Cologne ont confirmé cette surveillance. L'AfD, au moins localement, présente bel et bien un danger pour l'ordre démocratique et la Constitution. En évoquant l'exemple de Höcke, on pourrait aussi se poser la question si des positions individuelles radicales pourraient se transformer en une action collective qui vise à renverser l'ordre constitutionnel libéral et démocratique au niveau national. On n'y est pas pour le moment. Donc au niveau national, l'AfD n'est pour l'instant qu'un cas suspect pour les services de la protection de la Constitution.
Mais il y a quand même des initiatives, par exemple au sein du Parlement, de quelques députés qui sont clairement d'avis qu'il faut maintenant travailler sur l'interdiction du parti AfD. Alors justement, on en est où de cette idée, relancée, remis dans le débat public l'an dernier, après les révélations sur les plans massifs de remigration de l'AfD. Plusieurs ONG, des think tanks se sont chargés de collecter des preuves du caractère anticonstitutionnel de l'AfD. Ce matériel à charge a été remis au Parlement. Il faut savoir que seuls le Bundestag, le Bundesrat ou le gouvernement fédéral peuvent à la fin saisir la Cour constitutionnelle pour demander l'interdiction d'un parti. Mais là, clairement, personne ne se lance. Est-ce que, Dominique, c'est parce qu'on a en tête l'échec de la procédure contre le parti néo-nazi NPD il y a quelques années ? Déjà, à l'époque, la Cour constitutionnelle fédérale a constaté que des erreurs considérables ont été commises par les administrations allemandes, les ministères de l'Intérieur au niveau fédéral et dans les Länder, même avant le début de la procédure et puis encore pendant son déroulement. Donc la question de savoir si le NPD était un parti anticonstitutionnel n'a même pas été examinée. Tout ça pour dire c'est extrêmement difficile d'interdire un parti et ça peut vraiment devenir un désastre. En même temps, il semble nécessaire d'être préparé et d'agir pour préparer la démocratie à une éventuelle mainmise de l'AfD sur la justice. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Il y a une vraie menace. Il y avait aussi un projet de recherche porté par un juriste allemand, Maximilian Steinbach, qui a montré que l'état de droit n'est pas aussi protégé que l'on pourrait croire. Il y a quelques années déjà, il a décrit un scénario dans lequel l'AfD prend le pouvoir au niveau fédéral et s'attaque très rapidement à la loi fondamentale, à la Constitution et à l'état de droit, par des moyens tout à fait légaux. Donc au bout d'une législature, le parti pourrait fondamentalement changer la situation. Donc quand on lit dans la presse que ce nouveau gouvernement autour de Friedrich Merz, c'est la dernière cartouche de la démocratie face à l'extrême droite, c'est pas seulement un délire de journaliste. Très souvent on entend c'est la dernière chance. Il faut vraiment être clair sur ça. Ce nouveau gouvernement ne doit pas échouer, elle doit s'attaquer aux problèmes qui se posent dans le pays. Il y en a beaucoup pour le moment, et il s'ajoute de nouveaux problèmes chaque jour presque, avec les douanes par exemple de Monsieur Trump. Et voilà, on se pose vraiment la question, qu'est-ce qui arrive si on n'arrive pas à résoudre les problèmes qu'on a aujourd'hui, si on n'arrive pas à ce que le nouveau gouvernement répond réellement aux besoins des citoyennes et citoyens en Allemagne. Est-ce que ça veut dire que dans 4 ans ou plus tard, c'est l'AfD qui va prendre le pouvoir en Allemagne et qui va éventuellement essayer de changer très rapidement la donne pour la démocratie et l'état de droit en Allemagne? Oui, le gouvernement a vraiment beaucoup de travail sur la planche et on vous racontera tout ça évidemment dans le podcast. Merci Dominique Grillmeier. Et merci à vous tous pour vos écoutes et vos retours. Vous pouvez m'envoyer des questions ou des remarques sur les réseaux sociaux. Le podcast avec un K revient en mai avec des épisodes spéciaux sur la formation du gouvernement. Je m'appelle Hélène Kohl avec un K et je vous dis à bientôt. Bis bald.